Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Confinement oblige, vous avez sans doute été plus vivement incité à lire ces derniers jours qu'à bien d'autres moments. Et vous vous êtes probablement posé cette question. Un livre, mais lequel ? Un livre pour s'instruire, un livre pour se divertir, un livre écrit en français ou une traduction ? Un livre contemporain ou non ? Quel livre pour quel effet ? Car nos lectures nous modèlent autant qu'elles disent quelque chose de ce que nous aimons, de ce que nous sommes. C'est à ce titre qu'il est intéressant de se pencher sur la part accordée au grec ancien à Port-Royal. Car au XVIIe siècle, si on parle encore latin à bien des endroits et dans beaucoup d'occasions, le latin jouant un rôle comparable à celui de l'anglais aujourd'hui dans les échanges internationaux, en revanche, on ne parle plus grec. Le grec est donc exclusivement affaire de livres et de bibliothèques. Peu connu de façon générale, son étude correspond à un geste particulièrement fort, engageant des choix littéraires mais aussi intellectuels, moraux, philosophiques, religieux. Port-Royal est un foyer majeur de l'hellénisme en France au XVIIe siècle. Pour quelles raisons et pour quels effets ? Itui tipasco bolomai gelotoplen ectros metis atos emusas demios tolmeteum tadallatesimes caces. En 1453, la chute de Constantinople avait provoqué l'exil en Europe de nombreux lettrés hellénophones, qui diffusèrent leur langue et leur culture dans les pays où ils se fixèrent, à commencer par l'Italie. L'efflorescence du grec au cours de la Renaissance trouve sa première origine dans cette diaspora. Le grec, cependant, resta toujours une langue peu étudiée, apanage d'une poignée d'érudits ou de curieux. Il est notamment moins familier et moins enseigné que le latin, parce que l'ouvrage qu'on appelle le livre, la Bible, biblos en grec veut dire livre, est alors essentiellement diffusé en latin dans la traduction de saint Jérôme. Il s'agit de la Vulgate, du latin vulgata editio, qui signifie l'édition divulguée, vulgaire ou communément employée, celle qui concerne le plus grand nombre d'individus. Vulgus désigne en latin le peuple, la foule. Les clercs, les gens instruits, apprennent tous le latin, mais ils représentent une minorité d'individus. Peu d'aristocrates le connaissent et encore moins de femmes. C'est encore pire s'agissant du grec. Sa connaissance à Port-Royal, à l'exception d'Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly, semble-t-il, la remarquable nièce de la mère Angélique, la dernière Arnaud, abbesse de Port-Royal, est donc l'apanage des messieurs, et parmi eux d'un petit groupe. Claude Lancelot, Pierre Nicole, Pierre Coustel, auteur en 1687 d'un traité sur les règles de l'éducation des enfants, Thomas Guyot. Antoine Arnaud, le grand théologien, domine quant à lui malaisément la langue d'Homère. Claude Lancelot, parmi ces hommes, a joué un rôle majeur. S'il n'existe pas de portrait de lui, on sait qu'il est né en 1616 à Paris dans une famille assez aisée. Il avait passé 10 ans au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, où il déplorait la médiocrité de la réflexion proposée aux jeunes gens. Sa rencontre avec Saint-Cyran vers 1636 changea sa vie. Le charismatique abbé exerça sur lui une profonde séduction. Lancelot fut son premier biographe. Ses mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, à chaque page, laissent transparaître l'affection et l'admiration. En 1638, suivant ses injonctions, Lancelot devint un des premiers solitaires, rejoignant Antoine Lemaître, le neveu de la mère Angélique, dans la maison près du monastère de Paris, où il avait décidé de se retirer. Saint-Cyran, soucieux de l'éducation intellectuelle et morale des enfants, conscient des aptitudes et des connaissances de Lancelot, le chargea d'emblée d'instruire les fils de quelques familles amies, les Bignon et les Vitard en particulier. Puis Lancelot joint un rôle essentiel aux petites écoles, où il ne tarda pas à apprendre le grec, qu'il connaissait parfaitement, à une poignée de garçons, c'est-à-dire pas à tous, sans qu'on sache très bien quel était le critère retenu pour les sélectionner. Désir individuel des petits garçons, volonté des familles, aptitude de l'enfant à fournir un travail supplémentaire. Une seule certitude, beaucoup de ces petits élèves brillèrent à l'âge adulte. Pierre Lombert traduira Saint-Cyprien, avant de proposer une des 2 seules versions complètes de la Cité de Dieu de Saint-Augustin qui existe au XVIIe siècle, Cité de Dieu qui comprend 22 livres et près de 2500 pages. Sébastien le nain de Tillemont,
sera un des grands historiens de la période. Pierre-Thomas Dufossé, remarquable mémorialiste, mènera à son terme la traduction de la Bible en français entreprise à Port-Royal par Isaac Lemaître de Sacy. Pierre de Bois-Guilbert deviendra quant à lui un des fondateurs de l'économie politique. Quant à un certain Jean Racine, 11 tragédies ont fait de lui un dramaturge dont le nom s'impose, comme ceux de Sophocle ou de Shakespeare. Les leçons de grec qu'il reçut à Port-Royal rayonnent dans sa Thébaïde, qui raconte l'affrontement des Théocle et Polynice, dans son Alexandre le Grand, dans Andromaque, Iphigénie ou Phèdre. Mais l'influence de Claude Lancelot ne se limite pas à ces quelques personnalités. De même qu'il avait composé des manuels proposant un apprentissage facilité du latin, de l'espagnol, de l'italien et même du plain-chant, il écrivit une nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue grecque, publiée en 1655. L'année suivante, il en fit paraître un abrégé et en 1657, le Jardin des racines grecques, qui fut réimprimé et employé jusqu'au XXe siècle. On en a dénombré 104 éditions entre 1657 et 1854. Lancelot a donc activement concouru à la formation de générations d'hellénistes, car ses ouvrages proposent d'accéder au grec selon plusieurs rythmes adaptés à l'âge et à la formation initiale que son lecteur a pu recevoir. Port-Royal, enfin, ce sont d'innombrables traductions du grec, des pères de l'Église notamment, Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Climaque, Grégoire de Nazianze, pour ne citer que quelques noms. Port-Royal suit rarement les usages en vigueur ailleurs. En quoi l'enseignement du grec s'y distingue-t-il ? D'abord, Lancelot et ses pairs prônent que l'enfant ne doit pas apprendre le grec à partir du latin comme cela se pratiquait, mais à partir du français, afin de mieux comprendre ce qu'on lui enseigne. Si Lancelot publie des manuels, c'est pour permettre à ses élèves de ne pas dépendre des ouvrages qui existaient, tous bilingues, latin-grec. Lancelot, ensuite, souhaite que les leçons soient aisées à suivre et les méthodes de mémorisation les plus légères. Il écrit au début de son Jardin des racines grecques, à propos de la langue grecque, sans doute la plus belle et la plus riche de toutes les langues à son avis. Ce livre, comme j'espère, la rendra facile, étant disposé en telle sorte qu'il peut passer pour un jeu d'esprit et pour un divertissement, où les moindres enfants pourront apprendre sans peine les principaux mots qui composent cette même langue, et où les plus avancés pourront aussi rencontrer de quoi s'entretenir utilement. De manière significative, le frontispice représente un petit garçon qui entre dans un jardin, comme s'il allait prendre sa récréation. Dans sa méthode, les règles sont rédigées en octosyllabes, aisées à retenir, et le Jardin des racines grecques propose d'apprendre le vocabulaire grec fondamental à partir de groupes de vers en français, dont la récitation équivaudra à celle d'une comptine. Il regroupe, sur une cadence persuasive, ballot, jette, frappe en dardant, les différents sens d'un mot, son génitif et son genre pour les noms, leur futur si c'est un verbe. Lancelot entend également faire lire aux enfants des textes qui leur plaisent. Il préconise de se servir de l'agrément de certains livres pour leur rendre l'étude plus divertissante. Ce sont ses propres mots que je viens de citer. Lancelot recommande notamment Lucien de Samosate, un écrivain du IIe siècle, rhéteur habile, satirique, plein d'urbanité, conteur facétieux, auteur d'une histoire véritable qui ne raconte que des mensonges et narre un voyage dans la Lune, auteur de multiples textes brefs, narrations ou dialogues enlevés. Lancelot considère ainsi « Lucien est pur pour la langue, beau pour les mots, agréable pour les rencontres, net pour le style, merveilleux pour la narration, et a une fécondité qui peut servir aux esprits les plus secs et les plus stériles. Il traite la fable d'une manière agréable et fort propre à la faire retenir, ce qui n'est pas un petit avantage pour l'intelligence des poètes. » Enfin, Port-Royal se détourne du thème. Il n'est pas question de faire écrire aux élèves une langue qui ne leur servira pas. Le premier paragraphe de la préface de la méthode de Lancelot porte sur la différence entre apprendre une langue vivante et une langue morte. Mais Port-Royal et Lancelot veulent entraîner à lire des œuvres dans leur idiome originel pour que les enfants en saisissent toutes les subtilités et la beauté. C'est dans cette perspective que Lancelot s'intéresse à la manière dont il convient de prononcer le grec ancien. Qu'on annonce comme n'importe quel petit collégien, ou qu'on tente de restituer les mêmes vers, comme l'a fait Philippe Brunet au début de cet enregistrement, n'a pas du tout le même effet.
Autre trait marquant de la pédagogie à Port-Royal, le souci de la clarté et d'une intellection fluide. Ainsi, lorsque Lancelot dresse la liste des historiens à lire, il ne suit pas leur ordre de succession dans le temps, ou selon le mérite que la tradition leur attribue, comme il est commun de le faire, mais en reconstituant la chronologie du long récit qu'il déroule. Il commence par Joseph, Flavius Joseph, au 1er siècle, qui a écrit, dit-il, toute l'histoire de l'Ancien Testament et la guerre des Juifs, pour en venir ensuite à Hérodote, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte l'histoire de l'Empire perse, puis passer à Diodore, Thucydide, Xénophon, Denis d'Halicarnasse, jusqu'à Dion Cassius, qui s'avance jusqu'au règne de Commode et d'Alexandre Sévère. Dans cet apprentissage, Lancelot poursuit un dernier but, montrer que le français lui-même est nourri de grec et que sa compréhension augmente celle que leurs élèves peuvent avoir de leur propre idiome. On retient mieux l'orthographe et le sens de pyromane si on sait que le mot désigne celui qui a la manie ou la folie, mania en grec, du feu, qui s'écrit pyros au génitif, ou le terme de pédiatre, en sachant que pais paidos est l'enfant et iatros le médecin. Mais inciter chacun à comprendre et à utiliser sa tête, c'est diminuer nécessairement le pouvoir des doctes et des autorités. Tandis que la pédagogie de Port-Royal risquait de fâcheusement séduire à une époque où les collèges, majoritairement tenus par les jésuites, continuaient de pratiquer des méthodes archaïques et d'employer les châtiments corporels, prohibés chez les messieurs, qui respectent dans l'enfant l'homme qu'il sera. Aussi, un jésuite ne manqua pas de se dresser contre les usages révolutionnaires que prenait Lancelot. Philippe Labbé composa en 1661 une violente charge contre lui dans ses étymologies de plusieurs mots français, contre les abus de la secte des hellénistes de Port-Royal. Il prétendait que Lancelot avait pillé un petit ouvrage qu'il avait commis des années plus tôt, et que les maîtres de Port-Royal formaient une secte, la secte des hellénistes, qu'ils formaient une bande de dangereux gréciseurs. Hellénistes et gréciseurs sont quasiment des néologismes en 1660. Ils peuvent apparaître comme des mots barbares bien aptes à décrire une espèce d'association de linguistes malfaiteurs. L'abbé renvoie le terme d'helléniste à un passage du grand humaniste Guillaume Budet, qui aurait dénoncé en eux des sectateurs ou des imitateurs des Grecs contre, je cite, « le commerce que nos Français ont eu avec Rome depuis près de 1200 ans ». Fin de citation. L'affaire, vous l'avez compris, est politique. Être helléniste, pour un jésuite profondément romain et latiniste, c'est être plutôt français ou gallican militant que romain. L'abbé rapproche d'ailleurs hellénisme de celtisme. Haro donc sur les Gaulois réfractaires à l'autorité de Rome et de sa curie. Le motif est peut-être d'autant plus blessant pour le jésuite que l'Hercule gaulois avait la réputation d'être particulièrement éloquent et d'entraîner les peuples à sa suite par le charme de son verbe. L'abbé lui-même joue d'un bien pitoyable humour contre les indisciplinés de Port-Royal. Évoquant la fermeture des petites écoles, il raconte « Lorsqu'arriva la déroute de ces conventicules champêtres, l'on disait communément « Sevran est sevré, les trous sont bouchés et le chênet est déchaîné ». L'abbé se livre à de plats jeux de mots sur les noms des 3 principaux lieux où les petites écoles avaient trouvé refuge. La maison de Jean-Gabriel de Flesselles à Sevran, Sevran est sevré, celle de Guillaume du Gué de Bagnols à Saint-Jean-des-Trous, les trous sont bouchés, et de Charles Ménard de Bernières au Chênet, le chênet est déchaîné. Soyons charitables, oublions Philippe Labbé. Revenons plutôt aux auteurs grecs que Port-Royal fait étudier à ses élèves. La préface de Lancelot à sa méthode pour apprendre facilement la langue grecque, croisée avec d'autres textes, permet de savoir lesquels sont privilégiés. Là encore, les messieurs ne suivent pas des programmes identiques à ceux des collèges jésuites. Certes, ils louent Homère et Lucien par tout plébiscité. Mais ensuite, à la place des poètes ou des pères de l'Église, ils placent directement les historiens. Plutarque, auteur également d'œuvres morales à la fois plaisantes et instructives, Hérodote, Thucydide, Polybe et des auteurs moins ou peu connus, Hérodien, Élien, Diodore, Denis d'Halicarnasse. Platon occupe une place importante. Port-Royal, clairement, valorise des auteurs susceptibles d'instruire plutôt que les poètes ou les tragiques, très à l'honneur chez les jésuites.
Cela ne signifie pas qu'ils sont négligés à Port-Royal. Mais contrairement aux jésuites, Port-Royal ne souhaite pas voir ses élèves composer des vers, en déclamer, comme cela se faisait sur la scène des théâtres des collèges jésuites, ou devenir poète pour le plaisir. Port-Royal ne souhaite pas qu'on cultive ses talents rhétoriques pour eux-mêmes. L'étude du grec n'a pas pour vocation de fournir un ornement à l'esprit des enfants, d'augmenter leurs talents rhétoriques, mais de servir à leur formation spirituelle. Il s'agit d'apprendre à bien écrire pour bien penser et pouvoir accéder finalement à la lecture des pères de l'Église. Ils sont nombreux parmi les Grecs et infiniment talentueux, ainsi qu'à la lecture des Écritures. De façon très symptomatique, Lancelot rassemble dans la même section de sa préface les poètes, Homère, Aristophane, Euripide, les philosophes, Platon au premier chef, et les orateurs. Il leur assigne la même fonction, elle est propédeutique, elle est tournée vers la connaissance. Nous entrons au plus vif du sujet. Comment l'étude d'auteurs païens, adorateurs de divinités qui passaient pour des idoles, pourrait-elle former des chrétiens ? Comment Port-Royal a-t-il pu nourrir une illusion pareille ? En réalité, la question est ancienne. Les premiers chrétiens se la posèrent. Certains désirèrent la destruction de la littérature païenne, d'autres, plus nombreux, attachés à une culture dont ils étaient imprégnés, observèrent que ces enseignements étaient souvent compatibles avec ceux du christianisme. Goût de la vertu, de l'ascétisme, mépris des puissants repliés sur leurs privilèges et des vanités en toque, éloge de la concorde ou de la tempérance, pouvaient servir de propédeutique, d'entraînement aux vérités rudes de la foi chrétienne. La croix, rappelons-le, est une folie. Comment concevoir, dans un monde antique où les hiérarchies sont toutes puissantes, un Dieu qui aime tant les hommes qu'il consent à mourir pour eux de la plus vile des manières, car le supplice de la croix était réservé à l'époque romaine aux esclaves. Dans la mythologie, Zeus, courroucé que Prométhée ait volé le feu pour en faire part aux hommes, et leur apporter ses bienfaits en matière d'alimentation, de vie quotidienne, de technique, condamne le titan à un terrible supplice. Attaché à un rocher sur le Caucase, il doit endurer tous les jours qu'un aigle lui dévore l'estomac, lequel, toutes les nuits, repose pour rendre éternel son châtiment. L'opposition est totale entre Zeus, qui sanctionne le soin que Prométhée a eu des hommes, et le Christ, qui meurt en croix pour les hommes. Mais face à cette cruauté, les anciens offrent aussi des leçons précieuses à un chrétien. Lisons Lancelot quand il loue Lucien. Lucien fait, dit Lancelot, en 1000 endroits, une peinture admirable de la misère de cette vie, de la vanité des hommes, du faste des philosophes et de l'arrogance des savants. Enfin, il rend ridicule l'avarice des riches, l'orgueil des grands et toute la religion du paganisme, ce qui ne sert pas peu à élever l'esprit vers le seul et souverain bien. Lucien, en effet, dresse un tableau satirique de ses contemporains, brocardant leurs vices à l'envi. Lancelot suggère de le lire exactement comme il convient de lire à partir de 1688 les caractères de la Bruyère, de manière infiniment chrétienne. Au IVe siècle, Basile de Césarée avait composé un opuscule intitulé « Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques », fréquemment réédité au XVIe et XVIIe siècle. Il explique que les fables des poètes peuvent, expurgées ou choisies, être des ombres et des miroirs, l'expression est de Basile de Césarée, des textes sacrés, permettre à l'œil de l'âme de s'exercer avant d'aborder des ouvrages plus exigeants, trop difficiles ou austères pour de jeunes lecteurs. C'est, dit-il en reprenant une image utilisée par Platon dans la République, une première teinture qu'on applique à l'esprit comme à une étoffe pour le préparer à recevoir la plus subtile teinture qui doit venir ensuite. Platon écrivait aussi, je cite, « Pour nous être habitués à voir le soleil dans l'eau, nous fixerons sur la vraie lumière notre regard. » Le traité des Doctrina Christiana de saint Augustin travaille aussi cette idée. Lancelot se situe donc dans une vieille tradition quand il écrit. Et pour les pères, encore qu'ils soient très beaux et très éloquents, nous n'estimons pas qu'il faille les faire lire aux jeunes gens qu'après avoir passé par les auteurs profanes, si ce n'est qu'on en choisisse quelques pièces pour en faire quelques lectures de dévotion en certains jours, afin que les lisant de suite et en un âge plus mûr, ils en puissent tirer plus de fruits et plus d'avantages. La phrase est mal construite, mais elle prescrit fermement que la lecture des pères de l'Église vienne en dernier,
quand les élèves pourront en tirer tout le sel. La lecture des païens doit viser, selon une image de Grégoire de Nazianze, à fabriquer des remèdes salutaires avec des serpents, c'est-à-dire à utiliser leur venin à bon escient, comme dans les antidotes de la médecine. Il faut être, dit un autre auteur, comme une abeille qui butine dans la fleur le pollen dont elle fera son miel. En les pratiquant de façon éclairée, les païens peuvent donc offrir aux chrétiens des semences de vérité. On a conservé un grand nombre des livres grecs sur lesquels Racine a travaillé. Les annotations marginales qu'il y a notées, parfois assorties de taches d'encre, les lignes soulignées tantôt de rouge, tantôt de noir, l'usage de la plume et de la mine de plomb, permettent de lire par-dessus son épaule et de comprendre comment cet excellent élève de Port-Royal envisageait les textes sous ses yeux. Ainsi, le 29 mai 1656, il écrit en face d'un passage des œuvres morales de Plutarque. Comme ceux qui sortent de quelque grande obscurité ne peuvent tout d'un coup supporter l'éclat de la lumière du soleil, mais il faut qu'ils s'y accoutument peu à peu en regardant quelques lueurs bâtardes et sombres. Ainsi, la splendeur des vérités chrétiennes nous éblouit si nous ne passons auparavant par les petites lumières des païens. Racine cite le traité « Comment lire les poètes » de Basile de Césarée, qui avait lui-même utilisé dans sa lettre aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques le passage de Plutarque que Racine est en train de lire. Il s'agit de quelques lignes où Plutarque, après avoir condamné les fictions, je cite, « destinées à charmer ou frapper leur auditeur », évoque le bon usage qu'il est néanmoins possible de faire de la poésie en termes rigoureusement comparables. Racine se situe dans le droit fil de la tradition venue de Basile de Césarée. Les auteurs païens constituent une étape nécessaire pour endurer ensuite la lumière du soleil des Écritures. Lueur bâtarde et sombre est une expression utilisée par Jacques Amyot dans sa traduction des œuvres morales de Plutarque. Racine, ici, travaille avec son volume. Il accommode Amyot à la vision pieuse de ses maîtres. Le jeune homme, en effet, tire de sa lecture des observations et des sentences édifiantes. Ici, il fait allusion à saint Thomas. Ailleurs, il identifie dans le discours de Plutarque des manifestations de la vérité, de la grâce, de la providence, dont les majuscules marquent bien qu'il s'agit des concepts chrétiens. Extrapolant, Racine glose tel vers de l'Iliade, « Dieu est l'espérance de la vertu et non de la lâcheté », ou écrit « Aller à Dieu ». En marge de quelques lignes du traité « Comment se louer soi-même », sans exciter l'envie, qui explique que peuvent être fiers non seulement les hommes doués de puissance sur beaucoup de sujets, mais aussi ceux qui ont des opinions vraies sur les dieux, Racine note « Théologie ». À propos du vers 379 du livre 9 de l'Iliade, « Puisque les dieux m'ont accordé d'abattre cet homme », commenté par Plutarque, il ajoute « Grâce, Dieu, auteur des belles actions ». À propos d'un vers d'Échille, cette fois, Dieu chez les mortels suscite un acte coupable, il observe « Dieu, auteur des maux ». Quand Plutarque blâme le comportement des dieux païens, observant, car voilà le sort que les dieux ont filé pour les misérables mortels, vivre dans l'affliction tandis qu'eux-mêmes sont exempts de soucis, Racine passe au singulier et met la majuscule à Dieu pour assurer « si Dieu fait quelque mal, il n'est pas Dieu ». Le jeune homme interprète tout ce qu'il lit au regard de sa foi chrétienne, d'une interrogation vive sur le mal, la faute, la grâce. Entre 1659 et 1662, tout juste sorti des petites écoles, il annote un Platon de 1534 de la même manière. Le long passage du Phédon qui représente la destinée des âmes après la mort est découpé en étapes chrétiennes. Purgatorium, Infernus, Paradisus. Lisant l'apologie de Socrate, en face d'un passage où Socrate blâme les accusateurs malveillants, Racine écrit 3 lettres, J-E-S. Ce sont les jésuites, bien sûr, qu'il voit aussitôt se dresser devant lui, les persécuteurs malveillants du monastère de Port-Royal, les accusateurs sans fondement d'Antoine Arnauld. Le banquet entre les mains, cette fois-ci, livre consacré à l'amour, Racine ajoute, après l'évocation de la suprême beauté chez le philosophe, Dieu, se servir des choses mortelles comme d'échelons pour arriver jusqu'à lui. Le texte de Platon ne mentionne à cet endroit aucun amour de Dieu, dont Racine déploie le nom comme une bannière en tête de la page qu'il annote. C'est une pure addition dictée par ses préoccupations. Il assimile par ailleurs les dieux du paganisme à des anges.
Mais les démons que saint Augustin voit en eux ne sont-ils pas précisément des anges révoltés contre Dieu? Alors qu'en Phèdre déclare « C'est Dieu qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. C'est Dieu qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. » Il est légitime de penser que les dieux anciens dont elle fait lever l'image sont semblables à Satan. Comme lui, ce sont des dieux qui séduisent, c'est-à-dire qui détournent du droit chemin, qui corrompent, de même que Satan séduit Ève en lui promettant qu'Adam et elle, ayant goûté du fruit de l'arbre de la connaissance, seront comme des dieux. Sicut Dei eritis, dit la Genèse dans la version latine de saint Jérôme. L'étude du grec n'est pas un détour, un oubli du christianisme, mais pour Port-Royal, elle est une étape nécessaire de la formation d'un chrétien cultivé, honnête homme, à la fois détrompé des fables et apte à savoir les déchiffrer et les convertir à son usage. La lecture des Marginalia de Racine peut à bon droit inviter à se demander si le dramaturge a véritablement oublié ses leçons quand il écrit ses pièces, comme on le soutient si souvent. N'a-t-il pas plutôt reconverti, investi, détourné les figures antiques dont il s'empare pour signifier, même dans son théâtre et à partir de figures antiques, des vérités chrétiennes, voire une pensée sérieusement infléchie par le profond augustinisme de ses maîtres, de la même manière qu'il lisait ses classiques à Port-Royal. Agissant de la sorte, il ne ferait après tout qu'appliquer leurs leçons. Il y a plus. Les auteurs mis en avant par Port-Royal ont sans doute favorisé l'émergence d'une esthétique du sublime étroitement associée aux chefs-d'œuvre dits classiques du XVIIe siècle. En effet, à la place d'Aristote et de Quintilien, contre la conception rhétorique de l'éloquence à l'honneur dans les programmes des collèges jésuites, les gens de Port-Royal font valoir Platon et Langin, un auteur du IIe siècle à qui on attribue alors un traité du sublime que Boileau, proche de Racine et de Port-Royal, traduisit en 1674, l'année où Iphigénie fut créée à la scène. C'est inviter, contre les règles, à suivre l'intuition, le trait génial, à privilégier le mot fulgurant, l'éclair qui enlève, plutôt que l'abondance, l'ornementation, la répétition. Est sublime, par exemple, le début de la Genèse. Cette parole de Dieu, fiat lux et facta est lux, que la lumière soit et la lumière fut. La phrase est brève, les mots parcimonieux, ils se répètent. Mais la puissance de l'image, l'infinitude de ce qu'elle représente, la vérité ainsi signifiée, frappe le lecteur d'une admiration infinie. Comment ne pas songer à Pascal énonçant, dans le fragment 671 dans l'édition Sellier, la vraie éloquence se moque de l'éloquence. La vraie morale se moque de la morale, c'est-à-dire que la morale du jugement se moque de la morale de l'esprit qui est sans règle. La morale de l'esprit, du côté de l'esprit de géométrie chez Pascal, ne fournit pas des règles comme prescriptions pratiques et concrètes permettant de satisfaire à la morale du jugement, qui est celle du sentiment ou de l'esprit de finesse, et lui est supérieure. Car ce n'est pas avec des recettes qu'on est véritablement éloquent. Claude Fleury, un proche de Bossuet et de la Bruyère, qui fréquente l'académie Lamoignon, où le grec était particulièrement honoré et qui était aussi fréquenté par Antoine Arnaud, Boileau et un autre ami de Port-Royal, Godefroy Herman, écrit de façon étonnamment concordante à propos du Phèdre de Platon. Le Phèdre me paraît un traité de rhétorique où Platon veut enseigner en quoi consiste la véritable éloquence et la beauté d'un discours écrit ou prononcé. Platon et les auteurs grecs favorisés par Port-Royal sont à partir des années 1660 la source d'une nouvelle conception de l'éloquence. C'est celle qui anime le théâtre de Racine, les maximes de La Rochefoucauld, les pensées ou la princesse de Clèves. Il est temps d'évoquer désormais, pour finir et le plus simplement possible, la signification religieuse que l'étude du grec put avoir à Port-Royal. Rappelons d'abord que l'Ancien Testament fut composé pour sa plus grande partie en hébreu. Quelques livres ont été rédigés en araméen, mais ce dernier appartient au même groupe des langues chamito-sémitiques que l'hébreu. Le Nouveau Testament, en revanche, nous est parvenu à travers des versions rédigées essentiellement en grec. Après les conquêtes d'Alexandre, les Juifs de Palestine ont continué de pratiquer l'araméen et l'hébreu, bien sûr, mais tous les Juifs de la diaspora parlaient la langue la plus en usage dans le vaste empire constitué par Alexandre dont ils étaient les héritiers,
et cette langue était le grec. L'Ancien Testament lui-même fut traduit en grec à l'usage de ces juifs hellénophones dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la version de la Septante parce qu'elle aurait été réalisée selon une antique tradition par 70 ou 72 traducteurs. La traduction latine de la Bible que pratique l'Occident du XVIIe siècle est la traduction de saint Jérôme, qui ne date quant à elle que du IVe siècle après Jésus-Christ. Le Concile de Trente, au XVIe siècle, avait établi son autorité afin de juguler toute discussion sur le texte des Écritures, sur leurs leçons. Et la lecture de la Bible avait été réservée aux clercs ou à des laïcs capables de lire le latin et munis d'une autorisation expresse délivrée par exemple par leur directeur de conscience. Savoir lire le grec et retourner aux originaux de l'Ancien Testament, à leur version grecque ou à l'original du Nouveau Testament, constituait un enjeu majeur à une époque où les discussions faisaient rage sur la nature de l'Église, sur la grâce, sur la primauté du pape, notamment quand s'affrontaient gallicans et romains, sur le rôle et l'autorité des conciles, sur la place des laïcs dans l'Église. Port-Royal, en première ligne dans ses réflexions, ne favorisa pas sans raison l'essor du grec parmi ses élèves. C'était un formidable moyen de s'enquérir de la lettre des textes sources, de faire la part, dans leur lecture, entre l'interprétation, les réécritures, les déformations introduites ultérieurement et ce qui se trouvait à l'origine dans les textes mêmes. Une grande partie des théologiens de Port-Royal se tournent vers l'étude des Écritures, notamment dans leur version grecque, pour dénoncer dans les pratiques contemporaines des opinions, par exemple sur la grâce ou l'Église, qui ne sont en réalité que des altérations fautives des usages de l'Église primitive. Le geste est aussi audacieux que la décision de traduire la Bible en français, comme le groupe entreprend de le faire autour d'Isaac le maître de Sassy, afin de permettre à tous les fidèles de lire les Écritures, Port-Royal soutenant qu'elle ne saurait en aucun cas d'elle-même faire de mal à des chrétiens, comme le suppose le fait d'en interdire le libre accès. Cette politique soutient aussi une vive promotion du laïque. Elle est aisément perceptible dans la disposition architecturale de la chapelle construite au monastère à Paris. Les fidèles sont placés immédiatement devant l'autel, tandis que les religieux suivent les offices depuis la grille située derrière eux. Cette disposition contrevient à l'usage qui consistait à permettre aux religieuses ou aux clercs d'être placés au plus près de l'autel, quitte à en éloigner le reste des fidèles. C'est affirmer la dignité de ceux-ci, nier qu'il n'existe aucune hiérarchie humaine devant Dieu. Cette volonté d'une rigoureuse égalité chrétienne allait certes à l'encontre des habitudes romaines et des habitudes de la monarchie absolue. La constatation peut expliquer les oppositions si violentes qui se déchaînèrent contre Port-Royal à partir de la fin des années 1640 et jusqu'à la destruction pure et simple de la communauté. Concluons. Le sort fait aux Grecs à Port-Royal, loin de relever de l'anecdote érudite, plus ou moins inutile, voire fastidieuse, introduit en réalité au cœur du drame qui se joue autour de l'abbaye au XVIIe siècle. Il éclaire d'un jour cru la modernité résolue dont les messieurs et les disciples de saint Augustin dans le voisinage des religieuses font alors preuve. Port-Royal ne rate pas souvent l'occasion d'adopter une position révolutionnaire, c'est-à-dire à la fois extraordinairement contestatrice et qui se présente comme un simple retour à un usage primitif que le temps a galvaudé. La question du grec est lourde à Port-Royal de résonances esthétiques, théologiques, ecclésiologiques et politiques. La connaissance de la langue d'Homère n'y fut pas un hochet pour érudits ou un privilège de nantis. Elle fut le moyen, sinon la condition nécessaire pour débattre et réfléchir. Elle autorisa un renouvellement somptueux des belles-lettres qu'on ne saurait ignorer. Chateaubriand, assurément, a lu saint Jean Chrysostome et Grégoire de Nazianze dans les traductions que Port-Royal en a procurées. Les orages de ces mélancoliques, anachorètes tourmentés, poètes des inconstances de l'âme, ont passé chez lui. La connaissance du grec constitua, au moment où les modernes entendaient que le royaume se détourna même du latin, pour parler français uniment et célébrer son monarque d'une seule voix, un pas de côté. Son renouvellement à Port-Royal ouvrit, dans la France de Louis XIV,
une remarquable poche de liberté intellectuelle et morale. Lire le latin, et a fortiori le grec, c'est, à l'intérieur de sa propre culture, se donner les moyens de penser différemment. Me pateraton de tuis tuton cacois, lypos amautem distos actas taikaka, odete goge, kai retobuleumata, kai tui tipasco, bolomai geloto plen, ectros metis atos emus asdemios, tolmeteum tadallatesimes caces, tocai prosistai maltacos logos preni, corite paideses domos, otoideme temis parenae toise moisi tymmasin, autoi melesi, ceradom diaptero. Madetatum mesgergasetade, easonautos otalam pisai technon, cae mamit hemons dom de seu pranosise. Matus paraide nerterus alastoras, utoi potestai totopos ectrois ego paidas pareso tose muscat hybrisai.